partir de maintenant. C'est parti. Donc, on enregistre ça pour Sarah qui a des problèmes de connexion. Donc, aujourd'hui, de toute façon, pour être très honnête, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir le chapitre 14 qui était sur les vecteurs géométriques. Je vous rappelle qu'il nous restait un numéro à faire que j'avais demandé de commencer déjà par vous-même, au moins, même le finir si c'était possible. Ensuite de ça, j'ai sélectionné quelques exercices dans votre volume, exercices qui peuvent ressembler un peu au genre de questions que je pose dans mes quiz ou dans mes examens pour ce chapitre-là. Ensuite de ça, j'ai préparé un quiz également qui sera à remettre demain. Donc, au plus tard, va être à remettre au plus tard jeudi le 29 à minuit. Là, comme à l'habitude, je vous laisse toujours là, un peu plus de 24 heures pour faire vos quiz. C'est encore, il y a quelques choix de réponses, quelques réponses courtes et il va y avoir un numéro où on aura besoin d'une démarche. On s'en reparle tout à l'heure de ce quiz-là lorsqu'on sera rendu là. Avant, j'aimerais qu'on commence avec le numéro. Le dernier exemple du chapitre sur les vecteurs, le chapitre 14. Je vais partager mon écran pour qu'on l'ait bien devant nous. Je peux vous rappeler aussi un peu ce qu'on a fait hier. Donc, Sarah, si tu écoutes la vidéo, il n'y aura pas de nouvelle matière aujourd'hui. On fait juste se pratiquer à faire quelques exercices. OK? Donc, je vous rappelle un peu ce qu'on a fait hier. On a fait des opérations sur les vecteurs géométriques. Donc, on l'a multiplié par un scalaire. Donc, on a pris un vecteur, c'est-à-dire une quantité mesurable orientée, et on l'a multiplié par un nombre, 2, moins 4, 7, peu importe. OK? On a vu que le vecteur, à ce moment-là, le vecteur résultant de cette opération-là, allait être toujours parallèle au vecteur de base. Donc, n'importe quel vecteur qui est multiplié par un nombre va rester dans la même direction. Son sens peut être inversé, par contre. Son sens peut être inversé si le scalaire par lequel on le multiplie est négatif. Et on avait vu que la norme du vecteur résultant de la multiplication par un scalaire allait être augmentée par le facteur k en tant que tel. Bien entendu, je dis augmenter, mais si le facteur k, c'est 1/2, ben, le vecteur va rétrécir d'un facteur 2. Donc, il va rétrécir, il va être de la moitié plus court. Okay? On avait vu comment est-ce qu'on pouvait trouver des vecteurs unitaires parallèles à n'importe quel vecteur également. Il suffisait de diviser par la norme votre vecteur et c'était tout. Ensuite de ça, on a défini ce que c'était que l'addition de vecteurs, la somme de deux vecteurs et la soustraction de deux vecteurs. J'avais présenté la méthode du parallélogramme. J'avais mentionné que la méthode du triangle était beaucoup plus utilisée. Donc, c'est la méthode que je vous suggérais. En plus, on est capable de trouver 1001 choses dans nos triangles grâce au rapport trigonométrique si votre triangle est rectangle, par exemple, les lois des sines, les lois des cos, Pythagore, la somme des angles internes, etc. Plein de choses qu'on peut trouver sur des triangles. Donc, les triangles, c'est la forme géométrique là, qu'on utilise le plus souvent. Donc, je vous suggère cette méthode-là pour additionner deux vecteurs. Donc, lorsqu'on utilise la méthode du triangle, il faut tout simplement faire coïncider l'origine d'un vecteur. Donc, l'origine du vecteur U va coïncider avec l'extrémité d'un autre vecteur, le vecteur V ici, et à ce moment-là, le vecteur résultant de la somme sera tout simplement l'origine du premier qui joint l'extrémité du deuxième. Et pour faire la soustraction de vecteurs, on avait tout simplement vu qu'on définit comme soustraction de vecteurs tout simplement la somme du vecteur opposé du vecteur qu'on veut soustraire. On s'était fait un exemple bien simple avec des beaux nombres entiers, des beaux triangles rectangles avec un beau quadrillé dans notre repère. On avait vu que ce n'était pas toujours le cas. Je vous avais montré aussi la loi de chasse, qui était une loi qu'on peut appliquer lorsqu'on additionne successivement des vecteurs dont les origines et les extrémités coïncident. On s'était fait des exemples là-dessus. Ça, c'est sûr qu'il y a des questions là-dessus. En fait, il y en a une dans mon quiz. Une question exactement pareille comme ça, sauf une figure géométrique différente et des vecteurs différents qu'il faudra exprimer en fonction de d'autres vecteurs, tout simplement. Et c'était là où on était rendu, donc la norme et la direction de vecteurs résultants. Donc ici, là, on a vraiment les composantes de deux vecteurs, le vecteur U et le vecteur 3V. Donc on connaît les composantes du vecteur 3V puisqu'on connaît les composantes du vecteur V et qu'on connaît les caractéristiques de la multiplication par un scalaire. Le scalaire est en question ici, c'est 3.
Donc, lorsqu'on multiplie V par 3, il va aller dans la même direction, puisque je ne fais rien d'autre que de le multiplier par un nombre, le nombre 3. Donc, il va rester parallèle, il va aller dans la même direction. Le sens va être conservé aussi, puisque le scalaire 3 est positif. Et il va être 3 fois plus long par les caractéristiques que je vous avais proposées. Donc, le vecteur 3V, on connaît ses caractéristiques. Le vecteur U, on connaît ses caractéristiques aussi. Et on voulait les additionner, ces deux vecteurs-là. Mais là, on n'a pas un beau quadrillé comme dans l'exemple précédent qu'on avait fait. Donc, on ne peut pas utiliser vraiment les rapports trigonométriques ici, puisqu'on ne connaît pas la distance en X qu'on parcourt et la distance en Y qu'on parcourt ici pour atteindre la pointe de notre flèche verte. Donc, il faut utiliser des outils mathématiques qu'on a vus dans les chapitres précédents, des outils trigonométriques, bien entendu. Donc, voilà où on était rendu. Donc, je vous remets en contexte un petit peu. On avait le vecteur V qui était de norme 2 et qui formait un angle de 75 degrés dans le sens nord-est, un angle de 75 degrés par rapport à l'axe des X positif toujours. Donc, le vecteur 3V qui était en rouge avait le même angle avec l'axe des X, allait dans le même sens nord-est, mais était 3 fois plus long, donc était de norme 6. Et on avait le vecteur U qu'on additionnait à ça, qui lui était de longueur 3, qui formait un angle de 45 degrés dans le même sens, dans le sens nord-est. Donc, j'avais fait la représentation graphique ici dans votre repère, dans un repère cartésien, d'axes X et Y, comme ça, tout simplement. Donc voilà, et j'avais fait la somme des vecteurs à l'aide de la méthode du triangle, puisque les triangles, c'est des figures géométriques qu'on connaît bien, et on avait le plus grand segment qui était le segment en vert, qui était en fait celui qu'on cherchait. On cherche sa longueur, on cherche sa direction et son sens. Son sens, c'est pas compliqué, il va dans le sens nord-est. Donc là, on a encore deux composantes à trouver. Est-ce que, mesdemoiselles, je sais que Kelly, tu l'as fait, tu m'as posé une petite question dessus hier. Est-ce que, Naomi, est-ce que tu l'as tenté? Est-ce que tu étais assez en forme pour faire ça? Je sais que tu es peut-être malade un petit peu ces temps-ci. J'étais encore malade depuis la semaine passée. OK, bon. J'étais allée à l'hôpital pour aller chercher des pilules OK, pour mon... c'est bien Oh mon Dieu. correct. Prends soin de toi. Non, c'est C'est pas bien. correct, c'est correct, donc je ne vais pas t'interpeller. Donc à ce moment-ci, je n'ai pas un grand échantillon de personnes à interpeller, hein. On est trois. Si je m'interpelle moi-même, c'est moins intéressant, c'est moins pédagogique. Kelly, tu es la seule personne que je peux interpeller. J'espère que tu es devant ton ordi. Tu as l'habitude de Oui, l'être. Salut Kelly, ça va bien? oui, vous, monsieur. Oui, merci, ça va bien aussi, c'est gentil. Donc, je sais que ça a bien été parce qu'on sait pas, tu m'as posé les questions hier, puis Non, ça n'a pas tellement ça n'a bien pas été tellement au bien final. été. Bon, mais quelles sont les premières étapes que tu as tenté de faire, du moins ici, pour résoudre ce problème-là? Ben là, j'ai fait ce que vous m'aviez dit de faire, là, continuer le vecteur rouge, Ouais, puis trouver l'angle intérieur, là. parfait. Donc, je vais juste refaire ça un peu. Je sais que je l'ai fait avec toi, mais je vais le faire pour Naomi puis pour C'est Sarah qui correct. écoute, là. Donc, ce que je vous propose de faire à chaque fois que vous avez un tel problème, c'est de prolonger le vecteur, un des vecteurs qui est ici, dans le but d'aller trouver un angle. Parce que vous, dans votre triangle que vous avez ici, là, votre beau triangle en rouge, mauve et vert qui est là, on a deux longueurs là-dedans. C'est pas suffisant pour aller trouver l'autre longueur ou les angles qui se situent dans ce triangle-là. Ça nous prend une troisième mesure. Donc, à ce moment-là, on va avoir besoin d'aller chercher une troisième mesure. Je ne peux pas aller chercher la mesure du côté vert, c'est impossible. Il manque d'informations. Ce n'est pas un triangle rectangle, je ne peux pas utiliser Pythagore. Puis je ne peux pas utiliser la loi des sines, je ne peux pas utiliser la loi des cosses. Je n'ai pas d'angle. Donc, il va falloir aller trouver un angle à quelque part dans ce triangle-là. OK? Le seul angle que vous êtes capable d'aller déterminer, c'est l'angle qui est ici. Je vais vous montrer comment aller chercher cet angle-là. Donc, il faut se ramener à l'époque un peu du secondaire avec certaines notions sur les angles que vous avez vus dans le passé. Donc, en prolongeant le segment rouge que j'ai fait là, on vient comme de se créer un angle de 180 degrés. Donc, cet angle-là est un angle de 180 degrés. Nous, on sait qu'on a un angle en mauve. Je vais réutiliser les mêmes couleurs pour que ce soit clair. On sait qu'on a un angle de 45 degrés ici. Donc, ça, c'est déjà bon. Donc, je sais que si je suis capable de trouver cet angle-là, je vais avoir trouvé l'angle de mon triangle ici. Et si je trouve mon angle d'un triangle, là, je peux utiliser la loi des sines, là, je peux utiliser la loi des cosses, puis je vais être capable d'aller trouver toutes les mesures dans mon triangle. OK? Mais comment est-ce que je peux déterminer ça? Mais en prolongeant le segment qui est en rouge et en ayant une parallèle à l'axe des X, donc le pointillé bleu que j'ai fait là, c'est une parallèle à l'axe des X. Donc, l'angle qui est formé entre le segment rouge qui est ici
et la parallèle à l'axe des X va être exactement le même angle que l'angle de 75 degrés qu'on avait en bas, puisque c'est les mêmes segments. Donc, on a une séquente qui coupe deux parallèles. Les angles qui sont formés sont égaux à ce moment-là. Ça, c'est les notions du secondaire. OK? Donc, l'angle qui est ici est de 75 degrés également. OK, ben ça m'aide comme pas, on dirait, à aller trouver. À première vue, là, ça ne nous aide pas vraiment à aller déterminer l'angle dans le triangle qui est là. Mais oui, ça nous aide. Pourquoi ça nous aide? Parce que ça nous aide à aller trouver l'angle qui est ici. OK? Les deux angles qui sont là, l'angle de 75 degrés et l'angle que je viens de dessiner en orange, s'additionnent à 180 degrés puisque c'est tout simplement un même segment, le segment en rouge. Ça veut dire que l'angle que j'ai fait en orange ici est un angle de 105 degrés. C'est des angles qu'on dit supplémentaires. Ils s'additionnent à 180 degrés. Donc 105 plus 75 donne bien 180 degrés. OK? Puis l'angle dans mon triangle à ce moment-là, donc celui-là, je vais le garder en rouge, là, parce que je l'ai dessiné en rouge dans mon triangle en bas. C'est quoi? Ben, c'est le 105 degrés qu'on a, plus le 45 degrés qu'on a. À ce moment-là, on va avoir parcouru toute l'angle à l'intérieur de notre triangle. Donc, l'angle qui est ici, c'est 150 degrés. 45 plus 105. 150 degrés. OK? Donc, voilà un coup qu'on a trouvé une autre mesure dans notre triangle. En général, ça va être assez bien. La plupart du temps, ce qu'il y a de plus difficile, c'est ce que je viens de faire là. Déterminer une mesure d'angle dans votre triangle de référence qui correspond à votre méthode du triangle pour l'addition de vos vecteurs. Est-ce que pour la mesure de cet angle-là que je viens de trouver, c'est correct? C'est primordial parce que si vous n'êtes pas capable de faire ça, on n'est pas capable d'avancer ensuite. Pour moi, ça allait. Pour toi, ça allait? Naomi, je t'interpelle un peu, là, mais est-ce que ça va pour cette mesure d'angle-là ou tu as besoin que j'aille plus loin? Correct, désolé, je t'arrête de. C'est pour un smoothie. OK. Très lentement. Ben, c'est bien correct, Naomi. Je voulais juste savoir si c'était correct pour la mesure de l'angle. Désolé qu'elle m'avait interpellé, j'étais en train d'essayer d'emballer. C'est bien correct. C'est bien correct. Donc, voilà. Un coup qu'on a cette mesure-là, je vous suggère d'aller trouver la longueur du côté vert. À quoi correspond la longueur du côté vert dans le triangle qui est là? Ça correspond à la norme de votre vecteur résultant, qui est une question dans votre énoncé. Trouvez la norme et la direction du vecteur résultant. OK? Donc, je vais avoir besoin de ça pour répondre à la question. Est-ce que tu avais une idée, Kelly, comment calculer ça, cette norme-là? La loi des cosses. La loi des cosses. Quand on cherche une longueur, la plupart du temps, on va utiliser la loi des cosses. On a un seul angle en plus, donc c'est sûr que la loi des sines ne nous aidera pas à trouver une longueur. Ah, mais monsieur, Oui. je viens de catcher de quoi, je pense. Dans le fond, on n'avait pas besoin de trouver l'angle. Quel angle? Ben, l'angle de ce vecteur-là. L'angle de 150 degrés, je viens de trouver? Non, non, Parce que moi, je cherchais, genre, l'angle en bas en vert, là, tu sais, t'as le gros angle de 75. Oui. Ouais. L'angle θ, oui, on en a besoin, Kelly. C'est ce qu'on appelle la direction du vecteur résultant. Ah, OK. Il faut Ouais, trouver mais l'angle Ok. qui est formé entre l'axe des X positifs et le vecteur. Donc, ça va être mon étape suivante. J'ai besoin de trouver la Bon. longueur avant de faire ça. Donc, commençons par ça. Donc, loi des cosses, exactement. Si on appelle cette longueur-là, appelons ça X, on sait que X au carré va être égal à 6 au carré plus 3 au carré moins 2 fois le produit des deux. Je vais vite un peu, mais la loi des cosses, c'est supposé être acquis. Vous êtes bon et bonne avec ça. Fois le cosinus de l'angle opposé à ce côté-là. Et c'est ce qu'on vient de trouver, 150 degrés. Donc, x au carré égale, je vais vous réécrire ça de façon un peu plus simplifiée. 45 moins 36, 6 fois 3, 18 fois moins 2, moins 36. Le cosinus de 150 degrés, c'est moins 0,866. On va se mettre trois petites décimales. Donc, x au carré ici est égal à 76,2 si vous faites ce calcul-là. Je vous arrête ici et je vous dis, faites attention,
ce genre d'équation-là, si c'est juste ça ma question d'examen ou de quiz, trouvez-moi les solutions à x au carré égale 76,2. Il y a deux solutions, je vous le rappelle, plus ou moins la racine de 76,2. Ici, on est dans un contexte où on cherche une longueur. X représente une longueur, la longueur d'une flèche, donc on va juste prendre le positif. OK? X ici est égal à 8,7. Oh, mon 8 n'a pas bien apparu, je vais le refaire. 8,7. OK? Ça, je vous rappelle que la solution, c'est x égale plus ou moins 8,7. Mais là, on est dans un contexte où on prend le positif seulement, puisqu'on parle d'une longueur. Ben, c'est bon, on a trouvé 8,7. C'est tout ce que tu avais trouvé, Kelly, aussi? Est-ce que c'est la même longueur que tu avais trouvée, Kelly? Oui. Parfait. Excellent. Qu'est-ce qu'on peut trouver maintenant? Donc là, il faut aller trouver l'angle θ qui est ici. Qu'est-ce qu'on connaît? Je connais la longueur de l'angle en rouge qui est ici, qui est 75 degrés. Donc, si je trouve l'angle dans mon triangle ici, cet angle-là, je peux lui donner un nom. Je vais l'appeler phi. Si je trouve l'angle phi, c'est-à-dire l'angle qui est ici, je vais savoir que θ, c'est tout simplement 75 degrés moins l'angle phi que je vais avoir trouvé. Donc, Kelly, c'est peut-être ça où tu as manqué. Tu n'as pas vu cette façon de résoudre là pour trouver ton angle θ, peut-être. Ben, en fait, là, Oui. c'est direct ça que j'avais fait, mais c'est à cause que dans ma tête, ça donnait un angle vraiment trop petit. Mais je viens de réaliser que les angles intérieurs, c'est 180, fait que c'est sûr que ça va donner des angles petits, là, vu qu'on a déjà un angle de 150. Ah oui, c'est clair. Il reste juste 30 degrés pour tes deux autres angles. Tu sais, Ouais. ce qu'on dessine là, c'est pas à l'échelle, là, bien entendu. Ça veut Ouais, dire non, que c'est sûr. les deux côtés là, sont vraiment très rapprochés. L'angle, en fait, l'angle, c'est un angle de 10 degrés. Là, on va se rendre compte de ça. Là. Ça veut dire que l'autre angle va être un angle de 20 degrés. Et oui. Donc, Ok, ça ben, veut dans le fond, je l'avais eu le numéro. Bon, ben super. Fais-toi confiance, Kelly, à ce moment-là. Ouais. OK, donc on va aller trouver l'angle phi. De quelle façon est-ce qu'on peut trouver l'angle phi? On va utiliser la loi des sines. Donc, quand vous cherchez un angle, la plupart du temps, dans un triangle qui n'est pas rectangle, vous allez utiliser la loi des sines. À moins de connaître déjà deux angles. Ça serait niaiseux d'utiliser la loi des sines pour trouver le troisième angle, quoique ça serait faisable de faire, mais on sait que l'addition des trois angles donne 180 degrés. Donc, si on sait que le sinus de notre angle qui est recherché, divisé par la longueur de son côté opposé, qui ici c'est 8,7. Donc le rapport entre le sinus des angles et la longueur des côtés opposés est proportionnel dans tout triangle. Donc ici, je peux faire le sinus, je connais un autre angle, donc je vais aller utiliser l'angle que je connais. Attendez une seconde, je n'ai pas utilisé le bon côté ici, je m'excuse, je vais reprendre. Donc, le sinus de phi divisé par la longueur du côté opposé, ben, le côté opposé à l'angle phi mesure 3, excusez-moi. Et c'est 8,7 le côté opposé à l'angle de 150 degrés, excusez-moi. Donc, c'est pour ça qu'il fallait aller trouver cette longueur-là en utilisant la loi des cos avant d'utiliser la loi des sines pour trouver l'angle. Donc, la plupart du temps, c'est ce qu'on va faire aussi avec les vecteurs résultants. On va aller commencer par trouver tout le temps la mesure, la longueur du vecteur résultant et ensuite de ça, on va aller chercher l'angle en deuxième lieu. Donc, lorsqu'on isole phi dans cette équation-là, on va avoir phi égale l'arc sinus de 3 fois le sinus de 150 degrés divisé par 8,7. Donc, comme phi est lié à l'intérieur de la fonction sinus, il faut appliquer la fonction trigonométrique inverse à sinus pour aller retirer, pour aller chercher le phi qui est lié là à sinus. Puis ça, cette fonction-là, on appelle ça l'arc sinus. Et si vous faites ça avec une calculatrice en degrés, ça va vous donner 10 degrés. Donc, j'ai trouvé phi, ce qui me donne de l'information sur θ. Je n'ai pas fini mon problème. Faites attention, souvent les gens vont arrêter là. C'est le genre d'erreur qu'on voit régulièrement. Je le sais que vous seriez capable d'aller trouver θ, mais il ne faut pas oublier de le faire. Donc, ça nous donne de l'information sur θ. Donc, l'angle θ, ce n'est pas 10 degrés, mais l'angle θ, c'est plutôt 75 degrés moins 10 degrés. Ça veut dire 65 degrés. Puis, on va même écrire au nord-est. Donc, ma réponse, si je voudrais
d'écrire le vecteur résultant de la somme ici. Le vecteur résultant de la somme a une longueur de 8,7, va dans une direction de 65 degrés dans le sens nord-est. J'ai donné toutes les caractéristiques de mon vecteur, sa direction, son sens et sa longueur, sa norme. Mais monsieur, Oui, tu sais, si on y va avec la logique, là, Ouais. mettons, j'aurais juste écrit nord-est sans trouver l'angle, parce que je vais avec ma logique, là, ça marche pas. Hein. ben tu m'aurais donné le sens, mais tu m'aurais pas donné la direction. OK. La direction, c'est vraiment l'angle du vecteur. L'angle qui est formé entre le vecteur et l'axe des x positifs, oui, en effet. OK, c'est bon. Puis le Hey, sens, puis, le OK. sens, ça va vraiment être. Est-ce que ta pointe de flèche va vers là ou elle va vers là? Parce qu'il y en a, Ouais, c'est il y en a vrai. deux vecteurs qui forment un angle de 65 degrés avec l'axe des x positifs. Oups. Tu sais, si je me fais mon repère, voyons, j'ai donc ben de la misère. Il y en a deux qui forment un angle de 65 degrés. J'ai celui-là, puis j'ai celui-là. Donc là, il faut que tu me dises, il va-tu dans le sens nord-est ou il va dans l'autre sens, dans le sens sud-est à ce moment-là? OK? OK, c'est bon. C'est pour ça qu'il faut donner euh, le sens aussi. On a besoin de ces trois choses-là pour savoir à quel vecteur on a affaire. T'avais-tu d'autres questions, d'autres commentaires, Kelly, par rapport à ça? Oui. Oui. Mais c'est pas vraiment par rapport à ça, là, mais je voulais juste savoir pendant que je pense, là, finalement, est-ce que c'est vous qui donnez le cours de calcul différentiel? Ben, les tâches sont envoyées en département. On a parlé des tâches. OK. On a construit la tâche pour la session prochaine. On envoie ça à la direction. La direction approuve ou n'approuve pas. Si elle n'approuve pas, il faut retravailler les tâches. OK. Pour être équitable dans l'équipe, là, tout ça. Là. Fait qu'à ce moment-là, je ne le sais pas encore. Mais par expérience, c'est jamais arrivé qu'on a eu une tâche qui n'a pas été approuvée dans le département de maths. En général, on est assez rigoureux là-dessus, ça va bien. Fait que je pense que oui, jusqu'à preuve du contraire. Ah, ça serait vraiment le fun, monsieur. Tant J'aimerais mieux. ça que ça soit vous. J'aimerais ça aussi, c'est pas mal mon cours préféré. Là. Puis en plus, il peut être donné en présentiel, ça serait vraiment, vraiment le fun. Là. C'est sûr on va le savoir vraiment plus dernière minute, mais pour l'instant, il n'y a rien qui nous dit que le cours va être à distance. Donc ça, c'est le fun aussi. Donc voilà, c'est un cours que j'ai déjà donné en plus, fait que je suis assez à l'aise avec ça. Est-ce que vous avez d'autres questions ou commentaires sur ma vie privée ou sur, sur l'exercice qu'on vient de faire là? Si je ne me trompe pas, la direction est jusqu'à vendredi pour accepter les tâches ou la refuser ou quelque chose comme ça. Je pourrais te dire la semaine prochaine si c'est officiel ou pas, Kelly. Parfait. C'est bon comme ça. Pour ça, je vais enregistrer ça puis je vais l'envoyer à Sarah puis à tout le monde, en fait. Là. Je vais le déposer sur Teams et sur Colnet comme à l'habitude. Le dossier est complété. Le chapitre 14 est fini, final, bâton. Ce que je voulais faire rendu là, c'était peut-être faire un ou deux exercices supplémentaires, puis après ça, je vous laisserai travailler vos quiz. Aussi, petite chose que je voulais vous mentionner, j'ai déposé dans l'équipe Teams, je vous ai déposé un lien pour faire l'évaluation du cours. Ça, ce n'est pas votre cours à vous. J'ai déposé un lien là, il y a peut-être une quinzaine de minutes. Ben, il était 9h08 quand j'ai déposé ce lien-là. S'il vous plaît, allez cliquer sur ce lien-là et allez répondre aux questions. Il y a 10 petites questions. C'est 9 choix de réponses. C'est tout simplement pour faire l'appréciation du cours. Comme je suis un jeune enseignant, j'aime ça avoir la rétroaction. Puis c'est de la rétroaction anonyme. Donc, des fois, on se parle. Là, pendant les examens oraux, je vous demande est-ce que ça va bien? Est-ce que je pourrais faire quelque chose de mieux, ce truc-là? Mais des fois, ça peut être gênant de répondre quoi que ce soit parce que je sais que c'est vous qui répondez. Donc là, vous allez pouvoir aller répondre à ces questions-là de façon anonyme. Donc voilà, ça c'est le lien pour votre cours de maths. Je l'ai déjà déposé. Je pourrais vous laisser du temps tantôt pour y répondre. Quoique là, vous êtes juste deux, c'est comme moins anonyme, là, mais quoi que ça l'est. Mais je vais envoyer ça par courriel aux autres personnes concernées également. Je voulais aller dans Paint. Je voulais faire ce numéro-là aussi que je trouvais intéressant, qui est un numéro de votre volume, mais qui n'était pas à faire. Donc, ça en fera un de plus à faire. On va lire l'énoncé qui est là. C'est vraiment c'est vraiment un numéro appliqué ici, parce que là, on parle d'un avion. OK? C'est vraiment plus de cette façon-là qu'on va réfléchir lorsqu'on veut faire de la somme de vecteurs. OK? Tantôt, on faisait
carrément une somme de vecteurs. Mais ici, vous allez voir dans le contexte qui est là, il y a un petit quelque chose qui se cache. C'est vraiment ça qui est de particulier, puis c'est vraiment ça qui est intéressant aussi. On a un vent qui souffle à 80 km/h vers l'ouest. Le pilote d'un avion désire aller à 45 degrés dans le sens sud-est avec une vitesse de 400 degrés. Donc, le pilote d'avion, lui, il sait où il veut aller, puis il sait à quelle vitesse il veut aller. OK? Donc là, il faut qu'il se dise vers quelle direction et à quelle vitesse est-ce que je dois programmer le moteur de mon avion. J'ai l'impression d'avoir bafouillé un peu. Je répète tout ça. Un pilote d'avion, comment ça fonctionne? Il ne dit pas, je vais programmer dans mon tableau de bord une direction, puis une vitesse, puis avec le vent, on verra où ça nous mène. C'est pas comme ça que ça fonctionne, les pilotes d'avion. Les pilotes d'avion, ils regardent, ils prennent connaissance de la vitesse des vents. Après ça, ils se disent, je sais vers où je veux aller, je sais avec quelle vitesse je veux aller là. Comment est-ce que je dois programmer mon avion pour aller dans cette direction-là? Donc là, on est dans le cas où on connaît le vecteur résultant de la somme. Vous me suivez? Et on veut savoir quel vecteur on doit additionner au vecteur qui représente le vent pour avoir un vecteur résultant désiré. J'espère que c'est clair la façon que je le dis. On va aller représenter graphiquement ce qui se passe ici. C'est toujours la première étape lorsque vous avez un problème de vecteur, de somme de vecteurs, de vecteur résultant, c'est toujours d'aller représenter graphiquement ce qui se passe. On va représenter le vent. Le vent, j'ai tendance à vouloir qu'un vent soit bleu. On va donc prendre le vent avec la couleur bleue. Donc, le vecteur vent, je sais qu'il va vers l'ouest et je sais que la norme de ce vecteur-là sera 80 km/h. Vers l'ouest, donc on va aller vers la gauche. Ici, mon vecteur vent, ça va être le vecteur qui est ici. Je vais l'appeler vecteur V, V pour vent. Donc, le vecteur V a une norme de 80 et θV, c'est 180 degrés. 180 degrés à l'ouest carrément. OK? Donc, ça, c'est votre vecteur vent. Ensuite de ça... Pourquoi? Oui, je t'écoute. Pourquoi c'est 180 degrés? Parce qu'on calcule toujours l'angle avec l'axe des X positifs. Mais dans le fond, ça peut pas être comme... Vu que c'est pas dit dans l'énoncé que c'est 180 degrés ou... Ah, mais c'est écrit qu'il va à l'ouest, Kelly. OK, juste à l'ouest. Il n'y a aucune ambiguïté quand il va à l'ouest. C'est 180 degrés des deux bords. C'est bon. Puis si je t'avais dit au nord, il n'y a pas d'ambiguïté non plus. Nord, ça va toujours être un angle de 90 degrés par rapport à l'horizon, par rapport à ton axe des X positifs. Tu me suis? Oui, c'est bon. Parfait. Donc, c'est plutôt quand on va donner sud-est, sud-ouest, des combinaisons de points cardinaux, où là, il va falloir donner vers quel angle. Parce que si je te dis sud-est, par exemple, ce qui est le cas ici, sud-est, ça peut être là, ou ça peut être là, ou ça peut être là, le sud-est. Donc là, il faut que tu me dises à quel rapport est-ce qu'on a cet angle-là. Donc là, ben justement, on a notre vecteur résultant qui va à 45 degrés dans le sens sud-est avec une vitesse de 400 km/h. Donc là, ce vecteur-là, je ne vais pas aller le mettre ici. Ce n'est pas la somme de vecteurs qu'on est en train de faire. Ce qu'on est en train de dessiner là, en rouge, il faut que ce soit le vecteur résultant. Et le vecteur résultant commence à l'origine et il se rend au bout de la deuxième flèche. Donc là, ici, je suis dans le cas où je vais chercher ma deuxième flèche qui fait en sorte qu'on va partir de l'extrémité de la flèche en bleu et se rendre à l'extrémité de la flèche en rouge. Okay? Donc ici, je vais m'écrire mon 45 degrés. Là. Je vais écrire, ça c'est le vecteur, on va l'appeler U plus V. Donc moi, ce que je vais chercher, c'est le vecteur U, en connaissant le vecteur U plus V. Ça a une norme de 400. C'est la vitesse réelle de l'avion. La vitesse résultante de l'avion, avec les deux forces qui vont être appliquées sur l'avion, la force des moteurs et la force du vent. θ U plus V, c'est 45 degrés au
sud-est. C'est bien ça, sud-est? Oui, j'étais à la bonne place. Parfait. Et là, on est dans le cas où on va chercher le vecteur U. Le vecteur U, lui, il part d'ici, puis il s'en va là. Est-ce que vous comprenez la nuance entre ce problème-là et le problème qu'on vient juste de faire? Tantôt, on faisait une somme de vecteurs, on cherchait le vecteur résultant. Ici, on connaît le vecteur résultant, je cherche un des deux vecteurs qu'on met dans la somme. Est-ce que c'est clair, ce que je suis en train de faire là? Oui. Parfait. Puis rendu là, ben là, c'est pas plus compliqué que ce qu'on avait tantôt, par exemple. C'est juste qu'il faut être capable de bien se le représenter. OK? C'est important. Naomi nous fait un pouce en l'air, je suis content, parfait. Tu peux utiliser les petits emojis là, si tu ne veux pas prendre parole, c'est bien correct, je comprends ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire exactement le même procédé que tantôt. On va se refaire notre triangle de référence. On va même mettre les bonnes couleurs aux bonnes places. Comme ça, puis celui-là. Donc, celui-là, on peut l'appeler X, on ne le connaît pas. OK? On connaît les deux autres longueurs, par contre. Ici, j'ai une longueur de... Le vent va à 80 km/h. L'avion va aller à 400 km/h. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on cherche ici? Ça nous prend un angle pour aller trouver... J'aime pas mon 400. Caroline, que je suis piqué. 400. Comme ça. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la mesure du côté vert, le X, et on va chercher aussi l'angle formé entre l'axe des X positifs et votre vecteur qui est représenté par U. Mais ça, c'est pas pire, c'est exactement l'angle qui est ici. Donc, dès que vous allez avoir trouvé l'angle dans votre triangle ici, yes, on va être correct, on va avoir trouvé l'angle qu'on a besoin. Donc, si on n'aura même pas de manipulation algébrique à faire, le θ qu'on cherche, c'est vraiment celui-là. OK? On va être capable d'aller le déterminer tout à l'heure. Ce qu'on a besoin, par exemple, c'est d'une mesure d'angle dans notre triangle. La seule qu'on est capable de déterminer pour l'instant, puisqu'on n'a aucune information sur le côté vert, c'est l'angle qui est ici. Cet angle-là est possible de le trouver. OK? Premièrement, on a un angle de 90 degrés ici et on a un angle de 45 degrés ici aussi. OK? Puisqu'il nous manque, en fait, c'est ce qu'on appelle les angles complémentaires. Elles doivent s'additionner à 90 degrés. C'est un des cadrans dans votre plan cartésien. Donc, les 4 cadrans ont des angles de 90 degrés, bien entendu. 4 fois 90 égale 360. Donc, l'angle que j'ai inscrit dans mon triangle qui est là, c'est 45 plus 90. C'est donc un angle de 135 degrés. Un coup qu'on a ça, c'est fini. On utilise notre gros bon sens, puis les lois des sines, lois des cos. Donc, on sait que x au carré, rendu ici, x au carré égale 80 au carré plus 400 au carré moins 2 fois le produit des deux, multiplié par le cosinus de l'angle opposé, 135. C'est un problème que je n'avais malheureusement pas fait d'avance. Donc, on va le faire ensemble. Donc, je vais aller calculer tout ça. 80 au carré, ça fait 6400, plus 400 au carré, ça fait 166 400. Moins 2 fois 80 fois 400 fois le cosinus, je suis en degrés, de 135 degrés. Ça va nous faire plus à ce moment-là. 45 254,8. Je vais juste le recalculer par souci de rigueur. 2 fois 80 fois 400 fois le cos de 135. Yes. Donc, x au carré égale, on fait la somme de ces deux choses-là, 166 400 plus 45 254,8. Je me suis trompé. 166 400 plus 45 254,8 nous faire 211 654,8
Et on prend la racine de ça. La racine positive, ça va faire 460. Un beau chiffron, ça c'est le fun. On connaît donc la vitesse à laquelle le pilote doit programmer ses moteurs pour aller à une vitesse réelle de 400 km/h dans une certaine direction. Et là, il faut aller calculer aussi dans quelle direction il doit orienter son avion pour aller dans la direction désirée. Un coup qu'on a un angle et un coup qu'on a toutes les mesures de longueur dans notre triangle, ce n'est pas quelque chose de difficile. On va avoir que le sinus de l'angle qu'on cherche, que j'ai appelé θ, divisé par la longueur de son côté opposé qui est 400, va être égal au sinus d'un autre angle. J'en connais un seul autre angle, c'est 135 degrés. Divisé par la longueur de son côté opposé, celui-là c'est 460, c'est celui que je viens de trouver. On va donc avoir que θ est égal au sinus inverse, on appelle ça le arcsinus, de 400 fois le sin de 135 degrés divisé par 460. Il suffit de faire cette opération arithmétique-là maintenant. Sin de 135 fois 400 divisé par 460. Arcsinus de ça, ça nous fait θ égale 37,9 degrés. J'aurais peut-être pu écrire 38 pour arrondir. Voilà, on va se garder cette précision-là. 37,9 degrés. Puis ici, je n'ai rien d'autre à calculer. Je n'ai pas de manipulation à faire, rien. L'angle dans mon triangle représentait l'angle formé entre l'axe des X positifs et votre vecteur U qu'on cherchait. Okay? Donc, si vous voulez que je rédige une réponse complète et rigoureuse, le pilote doit orienter son avion à 37,9 degrés vers le sud-est. On voit bien que la pointe de flèche va dans le sud-est. Avec une vitesse de 460 km/h pour aller dans la direction désirée. Pour aller dans la direction désirée, à la vitesse désirée, bien entendu. Là, j'ai plus de place. C'est beaucoup plus ça l'application des vecteurs, en tout cas que moi je trouve intéressant. Parce que c'est rare qu'on se dit, bon, ben, je vais mettre cette force-là, puis cette force-là à un objet, qu'est-ce qui va se passer? Non, la plupart du temps, on veut qu'il se passe quelque chose. Fait qu'on se dit, qu'est-ce que je dois faire pour qu'il se produise ça? C'est beaucoup plus ça qui est utilisé en général. C'est ça qui est plus intéressant aussi, du moins à mon avis. C'est sûr que des fois, on peut regarder qu'est-ce qui se passe avec une particule ou un objet lorsqu'il y a telle et telle force qui est appliquée dessus. C'est sûr que c'est intéressant aussi. Mais c'est encore plus intéressant, à mon avis, de se questionner sur ce genre de problèmes-là qui sont plus récurrents dans le monde dans lequel on vit. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires sur le numéro qu'on vient de faire là, qui est très intéressant, à mon avis? Pour moi, ça va, monsieur. Good, parfait, je suis content. C'est le même problème que tantôt, mais il faut juste réfléchir à qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on cherche. Ici, on connaît le vecteur résultant, il faut savoir c'est où qu'on met le vecteur résultant. Donc, il ne faut pas le mettre au bout du vecteur V. Le vecteur résultant commence à l'origine et finit à l'extrémité de la somme des vecteurs. Voilà. C'est surtout ça où je voulais en venir. Je voulais-tu faire d'autres exercices avec vous ou je vous laisse aller faire votre quiz? J'avais ouvert votre volume. Peut-être aller en faire un petit pour le plaisir, parce que Dieu sait qu'on en a du plaisir. Je voulais le numéro 7, juste pour voir si ce qu'on a vu hier était bien acquis, là.
On voulait simplifier les expressions qui sont là. OK, je vais aller imprimer ça. Prendre une capture d'écran de votre volume. On va aller mettre ça ici. Notre question. Question 7 que je voulais faire. Simplifier les expressions qui sont là. Donc, pour simplifier les expressions qui sont là, on n'a pas d'autre choix que d'utiliser la loi de chasse. Okay? La loi de chasse nous dit que le numéro A est très simple. Là. En commençant par le numéro A, on va se rappeler c'est quoi la loi de chasse. J'ai le vecteur CD et ensuite je fais le vecteur DF. Ben, la loi de chasse dit que si vous faites CD et ensuite vous faites DF, la somme des vecteurs va être quoi? Va être tout simplement commencer à C et finir à F. Donc, l'objet va parcourir la direction CD à ce moment-là. Okay? Donc, tout simplement, la loi de chasse, grosso modo, ce qu'elle vous dit, c'est que si les origines, si les extrémités et les origines coïncident, vous pouvez les annuler et le résultat va être tout simplement l'origine du premier et l'extrémité du dernier. Donc, c'est F dans ce cas-ci. Donc, le numéro A, la réponse, c'est tout simplement CF. C'est tout simplement l'application de la loi de chasse. Au numéro B, on a AB plus DE plus BD. AB plus DE plus BD. Donc, non seulement ici, on va utiliser la loi de chasse, mais on va utiliser aussi d'autres propriétés de l'addition de vecteurs. Je vous avais dit, l'addition est associative et commutative. Okay? Ça veut dire que vous pouvez changer D plus E pour B plus D. Donc, de faire l'addition dans une certaine séquence ou dans une autre séquence, ça ne va rien changer. Pareil comme dans le monde des réels dans lequel on vit depuis qu'on est tout jeune. 3 plus 2 plus 5, mais que vous faites 3 plus 2 plus 5 ensuite, ou que vous faites 3 plus 5 et ensuite plus 2, ça ne change rien. Donc, vous pouvez les mettre dans l'ordre que vous voulez. C'est ce qu'on va utiliser ici aussi. Donc, pour pouvoir utiliser la loi de chasse, j'aimerais ça que mon deuxième vecteur commence par B. Donc, je vais utiliser AB plus BD. Puis ensuite de ça, je vais mettre mon autre vecteur DE. Ce qui va faire en sorte que je vais pouvoir utiliser ma loi de chasse. Les B vont s'annuler. Puis les D aussi. Donc, la somme de vecteurs va être quoi à ce moment-là? A, E, tout simplement. OK? Donc, le A, le B sont faits déjà. Puis, je voulais en faire un autre avec une soustraction également. Parce que la loi de chasse ne nous donne rien sur les soustractions, je vous le rappelle. Mais encore une fois, on va utiliser une autre propriété des vecteurs qu'on a vue, celle des vecteurs opposés. Tiens, allons faire la D, puisque c'est celle qui semble être la plus complexe dans les 4 qui sont là. On a AC, pas plus, mais plutôt moins, DE, plus CE. Donc, la loi de chasse ne nous dit rien sur les soustractions. Premièrement, peut-être que d'avoir le C qui est là puis le C qui est là, un à côté de l'autre, ça pourrait nous aider dans notre loi de chasse. Donc, je vais commencer par écrire ça. Je vais utiliser l'associativité, la commutativité, donc plus CE comme ça, mais j'ai moins DE ici. Donc, premièrement, ça va bien. Ça ici, là, les C s'annulent, il va rester AE. Moins DE. On peut le simplifier davantage. Parce que je vous rappelle qu'un vecteur AB, si vous voulez trouver son vecteur opposé, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez tout simplement permuter l'origine et l'extrémité. Okay? Donc, à la place de mettre un moins devant votre vecteur, ce que vous pouvez faire, c'est permuter l'origine et l'extrémité. Permuter les deux coordonnées. Okay? Donc, c'est ce qu'on va faire ici. À la place de moins DE, je vais écrire le vecteur opposé à DE. Et le vecteur opposé à DE, c'est ED. Donc, je permute origine et extrémité. Puis là, je peux encore une fois utiliser la loi de chasse sur les E. Il va me rester le vecteur AD, tout simplement. Voilà. Donc, c'était ça que je voulais vous faire, puisque éventuellement, il y aura, dans mon quiz, il y a pas des simplifications proprement dit, mais
il y a des manipulations à faire sur les vecteurs. Donc, je voulais peut-être en faire un pour que ce soit bien clair pour la loi de chasse. Est-ce que c'est clair pour la loi de chasse? Donc, vous pouvez utiliser toutes les propriétés des vecteurs et bien entendu, la propriété de chasse. Je vous laisserai. Oui, ça va, monsieur. Cool, merci. Je vais juste vous montrer un peu le quiz qui est à remettre avant demain minuit. Donc, je le remets aujourd'hui. Le résultat est sur 18, mais ensemble, tous les quiz vont valoir pour 16%. Donc, je ne pense pas en faire un autre. Peut-être que oui, on verra. Donc, celui-là vaudrait pour 4% à ce moment-là. Aucune démarche n'est exigée pour les questions 1, 2, 3 et 4 de ce quiz. Pour la question 5, il y aura la démarche qui sera exigée. Donc, je vais vous présenter ça. Ici, la question 1. Vous avez 3 cubes qui sont ici. Vous avez le droit d'utiliser les vecteurs AB, AE et AD. Tiens, je vais leur donner une couleur. Je vais aller vous montrer c'est quoi ces vecteurs-là. Donc, le vecteur AB, c'est le vecteur qui est ici. Le vecteur AE, je vais le mettre en bleu. C'est ce vecteur-là. Et le vecteur AD, AD, on va le mettre en orange, jaune-orange. Le vecteur AD, c'est celui-là. C'est les 3 vecteurs que vous avez le droit d'utiliser pour exprimer les 4 vecteurs qui sont là avec une soustraction ou une addition des vecteurs qui sont colorés là, dans le cube qui est là. Donc, il faut réussir à exprimer AF, par exemple, comme une somme de ces 3 vecteurs-là. Somme ou soustraction. Okay? Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les 3 vecteurs dans chacune de vos réponses. Et vous pouvez utiliser plus d'une fois le même vecteur dans votre réponse. Par exemple, vous pourriez écrire AE plus AB. À ce moment-là, vous pouvez écrire 2AE plus AB même. Encore mieux. Vous pouvez utiliser des soustractions aussi. Donc, vous pourriez utiliser AE plus AD moins AB aussi. Pas de problème. Tant aussi longtemps que votre réponse ne contient que ces 3 vecteurs-là et aucun autre vecteur, et qu'il y a des symboles plus ou moins ou des scalaires devant si vous additionnez plus d'une fois le même vecteur, par exemple. Voilà, j'espère que c'est clair. Ensuite de ça, ici, vous avez quelques vecteurs. Vous en avez 12 vecteurs à l'intérieur d'un même repère. Je veux que vous me donnez tous ceux qui sont équivalents entre eux. Donc, vous pouvez me dire V3 et V7 sont équivalents. V2 et V10 sont équivalents, etc. Il faut me nommer tous les vecteurs opposés entre eux aussi. Donc, vous pourriez me dire, par exemple, V4 et V8 sont opposés. V12 et V4 sont aussi opposés. Donc, voilà, des choses comme ça. Ici, vous avez 2 vecteurs, le vecteur A et le vecteur B. Et parmi les schémas, il faut me dire lequel représente A moins B. Donc, la soustraction de B, la soustraction de B sur A. Ensuite de ça, vous avez un certain vecteur à la question 4. Je veux que vous exprimez les 4 vecteurs qui sont là comme le produit du vecteur V qui est ici avec un scalaire. Donc, vous pourriez me dire, par exemple, ici, le vecteur qui est ici, c'est 3 fois le vecteur V. Le vecteur qui est ici, c'est moins 2 fois le vecteur V. Bon, vous comprenez? C'est exactement ça que je veux avoir ici. Donc, il faut me donner le scalaire qui fait en sorte que lorsqu'on le place devant le vecteur V, ça nous donne le vecteur qu'on a dans les 4 vecteurs qui sont là. Il faut utiliser les propriétés du produit de vecteurs avec un scalaire pour ça. Monsieur, Et la question 5, oui, Kelly? mon ordi a bugué, j'ai pas entendu le numéro 4. Numéro 4, je peux y revenir. Question 4, vous avez un vecteur V dans un repère. Et je vous demande, pour les 4 vecteurs qui sont proposés ici, je veux que vous me donniez le vecteur qui est là comme le produit d'un scalaire avec le vecteur V. Par exemple, tu pourrais me dire le vecteur qui est au numéro A, le vecteur A qui est ici, serait 3 fois V. Okay? Donc, il faut que tu me dises par quel scalaire il faut multiplier V pour avoir le vecteur qui est là. Puis OK, c'est bon. l'autre, ça pourrait être moins 2V ou peu importe. OK? Il faut juste que tu trouves les scalaires. Il faut que tu trouves les scalaires K. Parfait. Et la question 5, c'est un peu la même question qu'on vient juste de faire. Donc, c'est une somme de vecteurs géométriques qu'il faut additionner. Donc là, ici, en plein vol, un pilote oriente son avion à 60 degrés sud-est.
à une vitesse de 150 km/h, un vent de 25 km/h, souffle à 135 degrés sud-ouest. Déterminez la direction et le sens réel de l'avion. Je vous ai même dessiné les deux vecteurs. Faites attention, il faut faire la somme de ces deux vecteurs-là. Donc, ils ne sont pas placés correctement pour faire la somme de vecteurs. Voilà. Tiens, ça ressemble à ça. Est-ce que vous avez des questions sur le quiz que vous vous apprêtez à faire? Pas pour moi. Ça a le mérite d'être clair et honnête. Parfait. Donc, je vous laisserai aller travailler. Parfait, Naomi. Je vous laisserai aller travailler ce quiz-là. Si vous avez des questions, je vais rester dans la salle Zoom. Laissez-moi juste une petite minute pour aller le déposer dans Teams. Il est déjà déposé dans Colnet, par contre, si vous voulez le télécharger, mais je le dépose dans Teams à l'instant même. N'oubliez pas d'aller faire l'évaluation du cours aussi, ça serait très apprécié. Je vous demanderais même de commencer par ça si ça ne vous embête pas pour être certain que tout le monde le fasse. Moi, je l'ai fait, donc, monsieur. voilà. Ah, ben cool, merci. Parfait. Je n'irai pas voir les réponses tout de suite, sinon j'imagine que tu es la seule. Je vais savoir tes réponses. Donc, je vous souhaite, sinon, si vous désirez quitter la salle, il n'y a pas de problème aussi. On se revoit demain matin. Demain matin, on va commencer le dernier chapitre du cours. Parfait? Parfait, bonne journée. Bonne journée à vous autres. Bye.